La fleur, la cueillette, le jasmin et la rose. On ne disait pas la fleur de jasmin, on disait simplement la fleur. On allait à la fleur. J'ai cueilli pendant 3 ans, de 10 à 13 ans. Je me levais à 4 heures du matin. Selon la forme de la goutte d'eau sur la fleur, on savait s'il avait plu ou non pendant la nuit. Avec la pluie, les pétales étaient tout fripés. Avec la rosée, la fleur était parfaite et fraîche. Il fallait être dégourdi pour gagner sa croûte. On cueillait fleur après fleur sans s'arrêter. Le soir, les corbeilles de fleurs étaient pesées. Ma maman faisait jusqu'à 9 kilos par jour. Moi, 4 ou 5. J'étais pas très dégourdie. C'était un travail fatigant. Le soir, on avait des maux de rein. Comme disait ma grand-mère, ça fait mal à l'esquine. Il fallait se pencher à l'équerre. Plus on était grand, plus on souffrait. C'était fatigant, mais c'était beau. question cueilleuse, il y avait des championnes. Je me souviens d'une fille, c'était une merveille. Elle s'appelait Laetitia, elle devait mesurer 2 mètres. Elle avançait toute courbée et donnait une fleur d'une blancheur intacte comme sur la plante. Nous, nos fleurs étaient toujours un peu rouillées. Quand on finissait à midi, le champ redevenait vert, la campagne entière embaumée. Cela imprégnait l'air d'une manière extraordinaire. La nuit, les fleurs de jasmin brillaient et les lucioles volaient au-dessus des plants. Le jasmin, ce n'est pas seulement une odeur, c'est visuel aussi. Les paysages grassois jusqu'aux années 60 étaient les plus beaux qui soient. Champs de jasmin, de roses, des vignes, des potagers. La campagne était magnifique. Dans les roses volaient des bourdons. Sur les jasmins se posaient des menthes religieuses qu'on appelait les prégadios. On ramassait jusqu'en octobre, parfois jusqu'en novembre. C'étaient les parfumeurs qui décidaient quand finissait la saison. Ils payaient d'abord les propriétaires, qui réglaient ensuite les cueilleurs. Cela tombait souvent avant la foire de Saint-André. La Saint-André tombe le premier jour de l'Avent. Elle donne lieu à des manifestations, concerts, spectacles et foires commerciales. On y dépensait tout l'argent gagné pendant l'été en outils de jardinage et articles de ménage. La plante elle-même donnait beaucoup de travail. Après la récolte, il fallait buter tous les plants pour les protéger du froid. Au printemps, on les découvrait et de nouvelles pousses apparaissaient. On attachait ces tiges avec du raffia pour tracer des allées. C'était un fichu travail. L'importance du travail manuel explique la cherté du jasmin. 1 kilo d'absolu, c'est 700 à 800 kilos de fleurs, presque 8000 €. Pourtant, on ne se sentait pas esclaves. Il n'y avait pas de contremaître pour nous surveiller, comme les nègres qui ramassent le coton. Il y avait toujours un surveillant. De toute façon, il y a toujours des chefs pour surveiller les ouvriers. Les métiers de la parfumerie. Une affaire de famille. Toute ma famille était dans la parfumerie. J'avais un cousin chez Roure, une cousine chez Méro-Boiveau, 2 sœurs chez Robertet, un oncle chez Payan, une tante chez Camilly. Ils y sont restés jusqu'à la retraite. Méro, Boireau, Payan, Camilly, Lautier, Chéry sont quelques-unes des plus célèbres sociétés commerciales de la parfumerie grassoise. Aujourd'hui disparues à la suite des rachats successifs dès les années 50 par de grands groupes chimiques ou pharmaceutiques, français ou étrangers. Moi, j'ai fait toutes les parfumeries. Je quittais une maison pour une raison X ou Y et allais me faire embaucher ailleurs. J'ai travaillé à l'enfleurage, aux absolus, à l'étiquetage, au bouchonnage, aux gros emballages et aux petits flacons. À la fin, je connaissais tous les produits et même avec leur orthographe, avec tous ces X et ces Y. Ma mère à moi était à l'enfleurage. Enfleuré, chargé un corps gras de parfum de certaines fleurs par macération. Sur de grands châssis vitrés, elle étalait de la graisse de cochon avec une spatule et puis la striait avec une fourchette.
Une autre femme y déposait les fleurs. Quand c'était fini, un homme empilait les châssis les uns sur les autres et laissait un châssis vide en haut de la pile. Au bout d'un certain temps, on descendait les châssis, une dame tapotait sur le cadre pour faire tomber les fleurs et on recommençait. Enfleurer, ce n'était pas un travail de spécialiste, c'était un travail, comment dire, normal. Pour ma mère, travailler aux emballages au lieu de faire des ménages, c'était le paradis. Ma mère ne parlait ni le français, ni l'italien, seulement un dialecte à elle du Piémont. Il fallait la comprendre. On l'appelait Antonella. Elle avait une collègue calabraise nommée Concetta. Elle disait « Elle et moi, on est comme chien et chat ». Beaucoup d'Italiens travaillaient par ici. Et entre les Calabrais et les Piémontais, ça n'allait pas très fort. J'ai commencé au lavage des flacons. On rangeait les estagnons. Estagnons, récipient en fer destiné à contenir de l'huile, des essences. On rangeait les estagnons tout propres dans de grands casiers avec une embouchure en papier pour qu'ils ne prennent pas la poussière. Chez Roure, on était à la pointe de la propreté. On était à la pointe de la technique. On était à la pointe de la communication. On était à la pointe de l'avenir. Je ne veux pas être chauvin, mais chez Chiris, on était en avance. Nous avions des mécanographes, des grosses Olivetti pour ventiler les charges entre les ateliers. C'est moi qui m'occupais de la gestion des stocks. Je connaissais toutes les données, les entrées, les bons de sortie. J'établissais les états de stock. On a même eu des machines IBM avec des cartes perforées. Puis plus tard, l'ordinateur. Nous étions à l'avance du progrès. Moi, j'étais électricien d'entretien. Toutes les sociétés alors avaient des services d'entretien complets, maçon, peintre, menuisier, électricien. Je suis rentré comme ouvrier, j'ai fini comme technicien supérieur en électricité. J'ai une vie bien remplie, j'ai appris des choses. Je peux dire aujourd'hui qu'au niveau électrique, je suis performant. Le budget d'entretien était énorme. Notre usine datait de 1850 et perdait de l'eau en pagaille, 300 mètres cubes par jour. Je passais tout mon temps à colmater les brèches. J'ai fini par réduire les fuites à seulement 200 mètres cubes par jour. J'étais préparatrice. Je sentais tous les produits et je pesais. Je connaissais peut-être 3000 produits. Il en faut de la mémoire. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est un parfumeur qui m'a appris. Quand je lui apportais mes mouillettes, il me regardait d'abord de la tête aux pieds pour voir si j'étais bien propre. Il disait qu'un parfumeur devait être bien propre sur lui. Je suis rentré chez Robertet au mélange à 19 ans. Je n'avais aucune formation. J'ai appris à sentir, à connaître les produits. J'ai commencé par préparer de petits mélanges, puis à vérifier la conformité des compositions et de leur évolution dans le temps. Quelques années plus tard, je suis monté en parfumerie. Et je dis cela parce que c'était à l'étage. Les relations sociales. Les accidents du travail. J'ai appris à nager à l'usine car on avait une piscine avec 2 maîtres nageurs. On avait aussi une crèche, un mess, un docteur, une assistante sociale, une bibliothèque et une imprimerie. On jouait au foot au stade Jean Girard. Fallait voir l'engouement lors des rencontres interusines. Le stade était plein à craquer. Même les PDG venaient assister au match.
Je suis rentré comme saisonnier chez Rouvre, au service des hydros. Les hydros, technique d'extraction du parfum d'un végétal par solvant volatile ou d'extraction par hydrocarbures. Un couple commandait le service. Il me houspillait, fait ceci, fait cela. Je me faisais engueuler sans raison. Et je trimballais mes bassines. De ci, de là, j'avais pas le choix, je savais rien faire, j'ai rien appris. Ils m'ont complètement découragé. Quand je pouvais plus les supporter, je me faisais porter pâle. Mon seul bon souvenir, c'est l'arbre de Noël, pour les enfants. C'était moi le Père Noël, et on me payait pour cela. Quand il y a eu la guerre, l'Autier a été réquisitionné. J'y ai appris le métier de chaudronnier. Je préparais des bassines de 80 litres d'eau de rose pour les militaires. Je me demande vraiment ce qu'ils en faisaient. J'ai commencé d'abord à travailler comme ouvrier à Sud Aviation à Cannes-la-Boca. C'était un milieu très politisé. On faisait des grèves de 6 minutes toutes les heures. J'en ai eu marre et je suis parti chez Roux qui cherchait du monde pour construire un centre de recherche. On devait ouvrir en mai 68, mais avec les grèves, l'inauguration a été repoussée de plusieurs mois. La maison Bruno Courte avait voulu se lancer dans l'alimentaire. J'ai monté l'appareil à distiller le café. Pour brancher le brûleur, j'ai raccordé le tuyau de gaz et j'en ai pris plein la gueule. On m'a ramené à la maison. Pendant 3 jours, j'ai senti le gaz. L'infirmière et le docteur passaient une fois par semaine et on avait une prise de sang par mois. On s'est aperçu que j'avais de l'amiante dans le sang. Qu'est-ce que j'en savais, moi? Il fallait bien calorifuger les chaudières. Quand je suis entré à l'usine, il y avait encore 3 alambics en cuivre, dont l'un a explosé car une personne était partie déjeuner. Un autre jour, chez Charabaud, un balayeur s'est endormi et le balai lui est entré dans le menton. Il a fallu l'emmener à l'hôpital. Une autre fois, il y a eu un brûlé. J'ai été mêlé de près. J'en ai fait une dépression. Du coup, je suis rentré à l'Éducation nationale. Les patrons. L'homme qui m'a recruté était extraordinaire. Il connaissait tout, le bien, le mal, il savait qui était fiable et qui n'était pas. Quand il inspectait l'atelier, il ne parlait pas aux employés. À certains, cependant, il touchait la main. J'avais une assistante qui s'appelait Madeleine. Un joli brin de fille qui m'était indispensable. Un jour, elle me demande si elle peut travailler temporairement comme gouvernante chez un parfumeur de mes clients. Je ne l'ai jamais revu. Le parfumeur, il l'a épousée. Elle avait 28 ans, il en avait 75. Elle a fait une bonne affaire, Madeleine. Les parfumeurs pauvres, je n'en connais pas. 3 frères dirigeaient l'usine. L'un s'occupait de technique, l'autre du commerce, le 3e, je ne sais plus. Enfin, ils avaient chacun leurs responsabilités. Plus tard, leurs enfants sont rentrés dans la société. Puis les beaux-fils, les belles-filles. À la fin, ils étaient beaucoup trop nombreux pour diriger. On peut dire qu'ils ont un petit peu fait couler la boîte. Comme chaudronnier, je montais tous les mois d'août à Saint-André-les-Alpes pour la lavande. Il y avait des saisonniers italiens qui travaillaient du matin au soir en mangeant seulement une tablette de chocolat. Moi aussi, je travaillais très dur. Je montais les appareils, j'allumais la chaudière. De retour en septembre, le patron me disait « Alors, ces vacances, ça s'est bien passé ?» Notre directeur général était très rigide. Quand il montait nous voir à la compta, on sortait de nos bureaux et on se tournait au garde à vous, comme à l'armée. Ça
femme écrivait des poèmes, pourtant. Un gars soi-disant comptable avait été embauché quand j'étais parti au Maroc. Il est resté 5 ou 6 mois et a réussi à mettre une pagaille indescriptible. J'ai redressé les anomalies en 2 mois en faisant des heures supplémentaires. J'ai reçu les félicitations de la direction. Dans une autre société, j'ai travaillé chez moi le week-end en emportant un gros paquet de factures pour préparer la saisie du lundi. Le chef m'a dit que j'avais eu tort et que j'étais un voleur. Je l'ai très mal vécu. Oh bah à l'époque, ils n'étaient pas fiers, hein, les patrons, hein, toujours bien, hein, toujours de bonne humeur. Hein. Les patrons, ils aimaient qu'on aille à la messe, hein, ils ont payé pour l'enterrement de mon mari. Ils étaient simples hein, et gentils. Hein. À Noël, on avait toujours quelque chose comme une autre Cologne. Est-ce qu'ils connaissaient le nom des employés? Oh, oui, sûrement. Est-ce que c'était payé correctement? Bah oui, sûrement. Et ils étaient simples hein, et gentils. Hein. C'est un nez qui m'a fait rentrer. Quand mon mari est parti au cimetière, il m'a aidé. Moi, je faisais les flacons, les petites choses, les échantillons. Et ceux qui partent voir les clients, là, comment c'est qu'on les appelle, ils nous donnaient des fiches. On mettait les noms sur les étiquettes et on portait les échantillons à la poste. Après, les échantillons, ils revenaient et les hommes préparaient les produits dans des gros trucs. Oh, c'était bien. Ah, les patrons, ils étaient simples hein, et gentils. Bah, j'ai eu de la chance quand même. Hein. Le secret. Le savoir-faire. On avait l'interdiction de fréquenter les ingénieurs des autres sociétés à cause du risque de fuite. Mais les formules se revendaient tout le temps en prétendant que tout cela était très secret. La méthode d'analyse chimique par chromatographie gazeuse a précipité la décadence du secret. Décortiquer une formule prenait à peine quelques heures. Dans certaines maisons, les formules étaient séparées en 3 parties en guise de protection. 1, 2, 3. Mais moi, je recevais des formules intégrales. Je les mettais dans mon coffre et j'avais la clé. Chez Chiris, des produits merveilleux avaient été créés dans les années 50. Des arômes de champignons ou de viande cuite auraient pu avoir du succès. Mais on n'avait pas le réflexe de protéger les molécules qu'on fabriquait. Certains préparateurs ne veulent pas sentir. Pour moi, à chaque fois qu'on prend un flacon, on doit le sentir. C'est la loi. Un produit peut être bon à l'analyse chimique, mais au nez, on peut percevoir un défaut comme une odeur de surchauffe. Par exemple, moi, mon premier réflexe, c'est de mettre le nez dessus. C'est comme ça, c'est ma loi. Il n'y a pas de technique particulière pour goûter. On met dans la bouche et on goûte. Et puis c'est tout. Je suis aromaticienne. J'ai commencé avec une étiquette salée et puis j'ai bifurqué vers le sucré. Maintenant, je suis plutôt boisson. Mon premier travail a consisté à réajuster des formules pour en changer le prix et l'aspect. À l'époque héroïque, on essayait d'optimiser les arômes par des procédés plus ou moins douteux. Autrefois, les formules étaient très compliquées. On complexifiait la composition pour que le voisin ne copie pas. Mais avec la chromato, il est devenu possible d'identifier 95% des composants. Les formules se sont alors simplifiées pour réduire le coût des matières premières et abaisser le prix de revient. Au fond, tout est une question de prix. Le tour de main, le savoir-faire, bof, moi j'y crois pas. La preuve, c'est qu'on a implanté des usines de produits naturels en Inde et le savoir-faire, ils l'ont appris rapidement. Des odeurs. Bonne. Ou mauvaises. Les matières premières. Le naturel. Le synthétique. Un gaucho argentin et une femme japonaise auront une odeur de peau très différente. La transpiration française a une odeur de vinasse, l'allemande sent la bière. Chaque être humain dégage un parfum qui lui est propre.
surtout des aisselles. L'odeur des hommes rappelle plutôt le fromage et celle des femmes, plutôt l'oignon. Les précurseurs d'odeur chez l'homme sont plus riches en acides qui, une fois soumises à l'action des bactéries, donneront une senteur plus proche du fromage, tandis que la femme produit davantage de composés soufrés qui, eux, rappellent plutôt les fruits tropicaux et l'oignon. Avant, une femme choisissait son parfum, mais avec l'influence de la publicité, 2 femmes sur 3 sentent le cacao, la framboise ou la vanille. En arôme aussi, il y a des modes. On a eu les fruits exotiques, les infusions de plantes et les notes pâtissières, mais ces engouements se calment assez vite. Au fond, il y a eu peu de changements. Citron ou orange pour les boissons, vanille, chocolat ou fraise pour la glace, et puis basta. Reconnaissons qu'on a triché sur le goût de la fraise. Si on ne met pas une bonne dose de furanéol... Le furanéol est un composé organique naturel qui possède des tonalités de fraise ainsi que de sucre grillé. Donc si on ne met pas une bonne dose de furanéol dans les bonbons ou les yaourts, les gens diront que ce n'est pas une vraie fraise. J'aime l'essence de coriandre, la sauge sclarée, le basilic et surtout l'osmanthus qui fleurit en octobre. C'est une odeur de magnolia, de gardénia, de jasmin avec une nuance d'abricot. Moi, j'aime bien le fruité et le boisé. Je ne suis pas à l'aise avec le pamplemousse et les notes soufrées. Je reconnais avoir des lubies. En parfumerie, comme en gastronomie, tout est question d'alchimie. En cuisine, j'ai toujours travaillé la lavande. Allez savoir pourquoi. En général, c'est un parfum associé aux produits ménagers, voire aux lotions anti-poux. Mais chez moi, elle parfume tous les plats, j'en mets partout. Et surtout, on ne l'attend pas. Naturel, synthétique, c'est un faux débat. C'est avec des odeurs qu'on travaille, c'est-à-dire des matières parfumées auxquelles on a donné une forme. Les terpènes, les esters, l'hydrogénisation, les organomagnésiens, C18, C14, C16, C17, coco, chocolat, pêche, cerise. Les aldéhydes, mon vieux, c'est magnifique. Toute la chimie est présente dans la parfumerie. Quand je suis entré comme chimiste chez Chiris, notre obsession était de créer des corps nouveaux. On allait dans toutes les directions et on se foutait éperdument de savoir s'ils étaient toxiques ou pas. Le naturel, à cette époque, on s'en fichait complètement. Ah, vos trucs bio, je veux bien, mais la vie, c'est de la chimie. Tiens, le limonène, par exemple. À température ambiante, c'est un liquide incolore à odeur brillante, fraîche et propre d'orange, caractéristique des agrumes. Le limonène, c'est un hydrocarbure. Quand on dit hydrocarbure, alors là, tout de suite, c'est la panique, on pense danger, allergie. Eh bien, sachez qu'il faut 140 chutes de limonène pour égaler la quantité libérée par une orange épluchée. Moi, je dis qu'il ne faut pas respecter la nature. C'est elle qui nous tue. Les animaux sauvages nous bouffent, le venin de l'aspic nous tue, le tabac nous tue. Il faut dompter la nature. Elle est faite pour l'homme. Il faudrait interdire les écologistes à la télé. Ce sont des anti-humains, je le répète. La nature tue et la vie, c'est de la chimie. Sentir, c'est important. Sentir fait sourire.
Sentir fait grandir. Derrière chaque odeur, il y a une histoire. Quand j'étais petite, j'avais toujours l'odeur de maman sur moi. Elle m'apportait réconfort, tendresse et confiance. Aujourd'hui, maman n'est plus. Son parfum me revient en mémoire, mais est-ce véritablement son odeur ou le parfum de mon souvenir? J'ai peur de l'oublier. Souvenirs olfactifs. Chaque matin en automne, je cueille un bouquet de tubéreuses que j'apporte à ma femme. Elle est atteinte d'Alzheimer. Le parfum des fleurs lui rappelle le linge qui sécherait dans le jardin de son enfance. La voir sourire me rend heureux. J'oublie un instant sa maladie. Je me souviens d'un rêve. Je suis allongée dans les champs, juste avant l'aube. Je sens l'odeur délicate et puissante du jasmin. Maman vient me réveiller tout doucement pour partir, main dans la main, cueillir la fleur. Quand j'étais petit, le jeudi, j'allais me vautrer dans les fleurs. Je faisais cela un petit moment et je sortais toute parfumée. Je me souviens du jardin exotique et de la serre tropicale. Je me souviens des plantes luxuriantes et de la chaleur humide. Je me souviens d'une odeur très douce, gourmande, délicieuse, comme les petits flancs que préparait maman. Ma maman vanille. Depuis quelques années, une herbe folle envahit mon jardin. Elle dégage une odeur écœurante qui me rappelle la soupe que me préparait ma mère en hiver. Comme je détestais cette odeur. Mais ce potage rappelait à ma mère le pays qu'elle avait dû quitter. Alors je me taisais. Les mauvaises odeurs, c'est mon quotidien. Je suis éboueur. Alors, après le boulot, j'ai terriblement besoin de changer d'air. J'ai terriblement besoin des fleurs, de leur couleur, de leur parfum, de leur douceur. Dans cette ville, on ne m'aime pas. Arroser mon champ de lavande me protège et m'allège. Quand les gouttes d'eau ruissellent sur les plants, mes idées noires s'envolent. Méchanceté et regard sournois s'effacent. Et ne reste que le parfum bleuté, velouté et piquant de la lavande. Une odeur est une réponse. Cette réponse est conservée quelque part dans notre mémoire, mais il faut aller la chercher et tirer le fil qui nous mènera jusqu'à elle. Moi, l'essence de bergamote me rappelle les bêtises de Cambrai que je mangeais quand j'étais petite. Et l'essence de cumin, celle des personnes âgées à qui je rendais visite. On accroche toujours une odeur à un souvenir. Les rachats, l'évolution de l'industrie, l'accélération. Grasse n'a pas cru à la synthèse. Grasse a répété le naturel en se tapant le ventre. Grasse se croyait la plus forte. Elle a raté la synthèse. Aujourd'hui, on n'a même plus l'approvisionnement en matières premières. Et Grasse a raté le train. On a connu un plan social. Il a fallu choisir entre Biolande et Charabaud. Moi, j'aurais préféré Charabaud, car Biolande, il venait des Landes. Et ici, dès que vous dépassez Saint-Vallier, vous êtes des étrangers. J'ai assisté au dernier comité, c'était affreux. On s'est battu, on a perdu. Après toutes ces années, moi je croyais qu'humainement, on existait. En fait, on était des pions. Les rapports avec les gens qui n'étaient pas de grâce étaient moins conviviaux. Et d'abord, à cause du manque d'accent. J'ai préféré mon travail chez Camille, où j'ai développé l'extraction au COD, au CO2 supercritique. L'extraction au CO2 supercritique consiste à traiter une matière première, aromatique, végétale et naturelle, avec du CO2 à l'état supercritique. Mais la qualité de vie était meilleure chez l'outier. L'ambiance y était familiale. Les gens qui rentraient dans la société savaient qu'ils y termineraient leur carrière. Ils étaient très confiants. Dans les années 80, les mouvements de rachat ont déséquilibré le monde professionnel. Et les gens étaient en concurrence les uns contre les autres.
Il n'y avait plus aucune solidarité. J'ai vécu les 5 dernières années de Rouen. À la fin, les conditions étaient déplorables. Ça a été difficile à vivre. Plus personne ne savait ce qui était vrai. Plus personne ne savait ce qui était faux. Plus personne ne voulait rien foutre. On n'avait plus l'esprit de société, plus de fierté. On était tous devenus des fonctionnaires. On pensait qu'à se tirer le plus vite possible. Je vais être licencié en décembre. À plus de 50 ans, il me manque encore 7 ans pour arriver à 41 années de travail. Comme je me suis formé sur le tas, je dois chercher un poste dans la catégorie aide comptable. C'est un gros handicap. Je me demande quel est l'avenir pour les cinquantenaires dans la parfumerie. J'en suis à ma 6e ou 7e fusion. Avec le regroupement de toutes les sociétés, à la fin, il y en a 2 qui dirigent le monde. Malgré tout, on oublie que notre industrie reste très petite, même si elle génère beaucoup de plus-value pour ses clients. Le numéro 1 mondial des arômes et parfums ne figure même pas dans le classement des 500 plus grandes entreprises du monde. On est à l'ère du produit jetable. Avant, un grand parfum était fait pour durer. Au début des années 80, 100 références de parfums étaient lancées chaque année dans le monde. Aujourd'hui, c'est 400 lancements annuels. En arômes, c'est encore pire, avec 150 à 200 références par mois. Les services d'évaluation, les pauvres, ne peuvent pas suivre. Le temps de création pouvait durer 1 an, 2 ans, même 5 ans. Je me souviens qu'une fois, pour un parfum Rochas, on cherchait une odeur de rose non traditionnelle. On est allé jusqu'à mettre en culture 4 plantations de roses différentes. Ce serait inenvisageable aujourd'hui. De nos jours, le flacon est dessiné avant même que le jus soit créé. Je me souviens d'avoir pédalé dans la semoule pour réussir un contre-type de cigare Havane. Rien que des produits naturels, aucune aide possible de la chromato. J'ai tout fait au nez et au palais. J'y ai passé 3 mois et réalisé 187 essais. La préparatrice n'en pouvait plus. Mais j'ai créé un beau produit qui s'est vendu par camions entiers. Il a rapporté bien plus qu'un parfum de luxe. En arôme, on réfléchit sur les produits de demain, on cherche de nouveaux ingrédients, de nouvelles textures. Cela prend du temps de tester, de comprendre les avantages fonctionnels et nutritionnels de ces nouveaux composants. On a tenté les bonbons dans les yaourts, les particules en suspension dans les boissons. Je pense qu'à l'avenir, on sera amené à mettre au point les recettes de nos clients. Les briefs nous arrivent souvent par des gens du marketing qui ont tendance à s'écouter parler. Un jour, on m'a demandé un parfum machisme tropical. Une autre fois, un client voulait la déclinaison de grands parfums très connus. Opium, Rive Gauche, Eau Sauvage, Old Spice. Mais pour des yaourts, je sais bien qu'on ne dit pas non à un client, mais là franchement c'était atrocement mauvais. Travailler avec des services marketing rend les choses très faciles. Le cahier des charges doit être rempli. On pige très vite ce qui est demandé. Ce n'est pas de la création, plutôt une question de pratique, de virtuosité. On dispose de tests de marché, on place le curseur, parfum frais, boisé, doux, féminin, et hop, c'est parti. 90% de notre travail, c'est du contre-type, c'est-à-dire imiter des produits de la concurrence. C'est un peu triste. Les cibles de clientèle, les attentes du marché sont devenues les mêmes et donc les parfums finissent par tous se ressembler. Par chance, il arrive encore que les clients choisissent le produit qui n'a aucun rapport avec leur brief initial.
clients. Les sites de production. L'International. En parfumerie, on achète et on vend dans le monde entier. La globalisation, on connaît ça depuis 100 ans. C'est ce qui rend la conversation des parfumeurs intéressante. J'ai travaillé chez Astier Desbarrés, un courtier en parfumerie. C'était un travail excessivement intéressant. En Amérique, on achetait les essences d'orange et de citron. En Algérie, la concrète de jasmin. Au Maroc, la concrète de rose. À Madagascar, l'essence d'ylang-ylang. Mais aussi un fixateur venu d'Éthiopie, la civette. Et puis, l'aspic d'Espagne, la bergamote d'Italie, le patchouli de Singapour ou des Seychelles. Oh, on travaillait dans toutes les monnaies. Nous fabriquions des produits de reconstitution identiques au naturel, qu'on disait. Tiens, le citron par exemple. On envoyait des caisses de flacons de citron de reconstitution en Calabre. Là-bas, il collait juste une étiquette citron de Calabre et le tour était joué. Une autre fois, l'Afrique avait besoin de menthe pour faire du dentifrice. On a acheté un produit qui ressemblait beaucoup et on leur a envoyé. Pour les Africains, ça suffisait bien. Je m'occupais des pays européens du nord au sud. La première fois que j'ai pris l'avion pour la Suède, on s'est retrouvé dans un aéroport militaire à 200 km de Stockholm. Et heureusement que j'avais acheté des bottes fourrées. J'achetais la rose au Maroc dans une usine de la vallée du Dadès. Une centaine de personnes travaillaient à l'usine. Je pesais les fleurs sur une balance romaine et payais les ouvriers à la semaine et en espèces. Il fallait avoir de la monnaie. J'allais à la banque avec un camion et ramenais 700 kilos de monnaie. 50 millions d'anciens francs. 1 million d'anciens francs égale 1524 € environ. Je suis autodidacte de formation. Je suis parti en Algérie après l'indépendance pour superviser la fabrication de jasmin, de concrète de jasmin, dans la plaine de la Chifa. Les exploitants agricoles locaux recrutaient les cueilleurs. Hommes et femmes, enfants et vieillards, tout le monde ramassait. Il fallait être vigilant. Si la fleur de jasmin était tassée ou humide, elle devenait rouge ou noire et le produit final en pâtissait. On ne pouvait pas trop sermonner les cueilleurs. Il fallait être diplomate. Nous recevions 12 francs par jour et eux seulement 7 francs. Et n'oublions pas qu'ils nous avaient foutus dehors. Quand certains produits ne sont pas acceptés, on en fait un pot pourri, qu'on appelle le millefleur. Le millefleur est le récipient où est déposé après chaque séance olfactive les essais malheureux des parfumeurs. Ça a toujours à peu près la même odeur. On le vend pour en faire des savonnettes sur les marchés de Dakar et de Tombouctou. Le métier de parfumeur et d'aromaticien. La création. Selon moi, un créateur de parfums doit habiter Paris, pas à Grasse. Quand on sort à Grasse à 9 h du soir, il n'y a plus personne dans les rues. Le parfumeur, lui, doit fréquenter des endroits chics, côtoyer des femmes belles, parfumées, raffinées, celles qui sentent la bonne fourrure et la haute couture. Tout cela pour lui donner des idées. Dans mon enfance, j'habitais à côté d'un champ de roses, des centifolias, des damasquenas, des gallicas et des moscatas. Un vrai jardin royal. J'étais une petite fille pleine d'ambition et je disais, quand je serai grande, je serai parfumeuse. La naissance d'une idée est une chose étrange. Il faut s'ouvrir à soi-même, se sentir en éveil, de tous ses sens, le nez, les yeux et les oreilles. À un moment, on saisit quelque chose au vol, une odeur qui deviendra le thème du parfum, et le parfum sera la manière de développer ce thème-là, de l'expliquer, de le raconter, de le mettre en forme. En parfumerie, il y a deux façons de parler. Soit la manière savante, tiens, ce produit a trop d'éthanoate d'éthyle, ou bien
Rajoute-moi un peu d'hydrojasmonate de méthyle. L'hydrojasmonate de méthyle capture la note fraîche du jasmin. Soit on s'exprime dans un langage courant. On dira qu'on sent une note fruitée, confite ou verte. Bon, bien sûr, il faudra ensuite s'entendre sur le sens de vert ou de confit. Mais les mots permettent ça. On utilisera le vocabulaire des formes, du toucher et même les métaphores musicales. Seulement, il faut oser. Trop souvent, les adultes sont gênés, ils ont peur du ridicule et n'osent pas réactiver leur mémoire des odeurs. Ma palette de matières premières s'est considérablement réduite avec le temps. Je travaille aujourd'hui avec moins de 200 produits. Ce sont des matières que je connais parfaitement. Je les possède complètement. Je sais comment les travailler, les associer, les tortiller. Je les ai domptés. Plus j'avance, plus je tends vers la simplicité des compositions pour exprimer un maximum d'émotions avec un minimum de moyens. Je voudrais que les gens puissent comprendre non seulement le parfum lui-même, mais aussi comment il a été écrit, sa ponctuation, sa syntaxe. Il m'est arrivé de faire certains parfums en 15 jours, d'autres en 2 ans. 2 ans pour obtenir une note florale, poudrée comme un nuage. Ce n'était jamais assez léger, assez transparent, assez nuageux. Notez bien que le temps n'a aucune incidence sur la qualité finale du parfum. Pour moi, le point de départ d'une création est un coup de foudre pour une matière. Je la prends et j'analyse ce qui me plaît en elle, une certaine fraîcheur, un certain fruité, puis je cherche quelle combinaison pourrait exalter la note qui me plaît. Je commence par des accords simples de 4 ou 5 produits autour de la note qui m'a charmé. Je l'habille avec des notes de tête et de fond et des modificateurs et petit à petit la formule se construit. Moi, je me méfie des coups de cœur et cette histoire de notes de tête, de cœur et de fond. Pour moi, c'est pure invention. La réalité est tout autre. Un parfum est une totalité. Si on enlève le fond, la tête ne sentira pas pareil. Vrai ou pas vrai? Un parfum se travaille sur tous les paramètres. Les parfumeurs ont aussi des anosmies, faut pas croire. Il arrive parfois qu'un parfumeur ne sente pas certaines notes musquées, alors qu'il sera hypersensible à d'autres matières. Mes draps et oreillers sont lavés avec une lessive la moins parfumée possible, car sinon je ne dors plus. Il ne faut pas que j'aie trop de messages olfactifs pour me reposer. Je n'ai jamais un regard neutre sur les parfums, c'est terrible. Dans l'instant premier, j'ai un peu d'émotion, mais très vite, je me mets à analyser. Alors, D'après vous, Est-ce qu'on rêve en odeur?
Isabelle, Philippe, Olivier, Et Geneviève. Et Geneviève. Et Tania pour les projets, Walid Et Walid à la pour la vidéo.